Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 12e rendez-vous PEPSez-vous de l'association Savoir Patient. Alors, puisqu'aujourd'hui le thème, c'est le thème récurrent de l'engagement dans le partenariat en santé et les discussions autour de ça. Sur la francophonie, Lisa, une de nos intervenantes, nous a demandé de commencer par une présentation de l'association Savoir Patient, qui est une association classique française, loi 1901, à but non lucratif et reconnue d'intérêt général, qui regroupe des personnes engagées dans le partenariat en santé, c'est-à-dire la collaboration entre les professionnels du système de santé et les personnes concernées pour le bien-être au sens OMS du terme de la santé, le bien-être physique, mental et social de chacun. Donc, pour simplifier, le but de l'association, c'est de développer la culture du partenariat en santé dans différents domaines d'opérationnalisation que sont les soins, la formation, la recherche, l'innovation, avec un côté opérationnel de mise en lien, de réseau et aussi une activité de promotion et de communication. Tout ceci avec les moyens du bord et beaucoup de bénévolat. Et merci à tous nos bénévoles qui œuvrent depuis 2017 donc, dans cette action. Donc voilà, en quelques mots, l'association. Alors, le but de ce rendez-vous, nous allons passer 1 heure et demie ensemble pour bien partager ou découvrir des expériences concrètes de partenariat en santé. Nous allons avoir 3 présentations pendant une demi-heure. Donc, on vous présentera tout à l'heure les intervenants, puis 1 heure d'échange. Donc, les personnes ressources aujourd'hui, nous sommes 3. Donc, moi, je m'appelle Fabienne, je suis une des cofondatrices de Savoir Patient et j'ai plusieurs activités de partenariat dans la région Occitanie et en France. Je laisse Claire se présenter. Bonjour à tous, moi aussi en Occitanie, à Toulouse, fidèle de Savoir Patient depuis ses débuts et j'interviens en accompagnement en cancérologie et également comme formatrice occasionnelle. Lise. Oui, bonjour à tous. Alors moi, depuis Rennes, voilà, moi j'accompagne les professionnels de santé libéraux en soins primaires et puis j'ai également une casquette partenariat patient en recherche sur le cancer. Voilà, merci. Donc, du coup, pour démarrer au plus vite, juste un petit rappel des règles de fonctionnement. On vous demande de bien vouloir éteindre votre micro pendant les interventions des autres personnes. Vous avez à votre disposition un chat pour pouvoir poser des questions en cours de route. À la fin des 3 interventions, on va enlever le partage d'écran pour qu'on puisse tous se voir et échanger. Vous pouvez lever la main pour que l'animatrice qui sera Claire puisse vous la passer et on vous demande quand vous prenez la parole de vous présenter en quelques mots pour savoir d'où vous parlez. Donc la séance est enregistrée et elle sera disponible en replay sur le site de Savoir Patient. Du coup, si vous ne souhaitez pas apparaître, eh bien, vous pouvez couper votre caméra et mettre un pseudo si vous voulez rester anonyme. La règle d'or de ces échanges, comme dans toute action de partenariat en santé, c'est l'écoute, la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Alors, donc aujourd'hui, sur notre focus francophonie, nous avons des personnes qui œuvrent dans 2 pays, le Maroc et la Suisse. Donc, Lisa Laroussi-Libaud et Philippe Anorme en Suisse et Latifa Chérif au Maroc. Je vais les laisser du coup se présenter et partager leur expérience en commençant par Lisa. Merci à tous. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Alors d'abord, j'ai envie de remercier Fabienne, Claire et Lise et l'Institut Savoir Patient pour l'invitation à intervenir aujourd'hui. Et je tiens aussi à m'excuser parce que je vais devoir vous quitter à 14 heures. Mais si vous voulez ensuite, par rapport à mon intervention, réagir, vous pouvez me joindre soit sur mon profil LinkedIn, soit tout à l'heure, je mettrai mon adresse email dans le chat.
Donc, avec Philippe, nous n'allons pas vous proposer un regard croisé, mais deux interventions séparées, mais très complémentaires, qui vont donc aborder le partenariat en Suisse et donc le partenariat de la place d'où on part l'un et l'autre. Pour me présenter, si tu veux bien, je ne sais pas qui passe les slides, la slide suivante s'il vous plaît. Donc pour me présenter, d'accord, je suis patiente partenaire, mais je me considère surtout comme une citoyenne engagée dans le partenariat en santé. Et si je suis engagée dans le partenariat, c'est qu'il y a eu un événement majeur qui a eu lieu en 2010 avec l'annonce d'un cancer, un ostéosarcome à la mâchoire supérieure, qui a nécessité que je sois prise en charge par les hôpitaux universitaires de Genève auprès des services ORL et de la maxillofaciale. Et en fait, le parcours de soins tel que je l'ai vécu a été une expérience extrêmement difficile et douloureuse au point de m'être sentie maltraitée. Et pourquoi ce ressenti? Et c'est là que mon parcours de vie et professionnel entre en jeu, parce que je viens du secteur de la coopération internationale et de l'humanitaire. Et en fait, c'est un métier dans lequel nous sommes déjà confrontés à la souffrance, aux inégalités, à la violence et à l'importance de savoir accompagner les populations en détresse. J'ai également été confrontée à la maladie en étant proche aidante d'une personne souffrant d'insuffisance rénale, maladie chronique très contraignante au niveau des soins. Donc en fait, c'est ce parcours qui m'a sensibilisée très tôt à l'importance de la relation, du soin et de la prise en compte de la vulnérabilité. Et ce que je vivais en 2010 était très éloigné de tout cela. Et comme chez moi, les valeurs d'engagement et de justice sont très fortes, lorsque j'ai appris que les hôpitaux universitaires de Genève avaient mis en place un projet qui implique les patients, je suis entrée en contact avec eux et c'est ainsi que je découvre en 2019 pour la première fois la notion de patient partenaire. Et c'est là que je vais véritablement expérimenter le partenariat patient, d'abord avec les hôpitaux universitaires de Genève. Et slide suivante, s'il vous plaît. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusée à reprendre le continuum d'engagement de Carman et de vous montrer à quel niveau se sont situées mes interventions avec les HUG entre 2019 et fin 2020 et en fonction des différents secteurs et surtout des niveaux d'engagement. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'entrer dans les détails, mais vous l'aurez, comme vous aurez la présentation enregistrée, vous pourrez voir ça plus précisément. Mais pour faire bref, j'ai surtout participé à des focus group, j'ai participé à des colloques et j'ai commencé à être impliquée dans le domaine de la formation. Slide suivante, s'il vous plaît. Et puis, début 2021, j'ai senti que j'avais besoin d'appuyer sur pause parce que ce début de parcours qui m'a effectivement permis de me confronter et d'expérimenter le partenariat, je sentais qu'il avait atteint ses limites et surtout que j'avais besoin de monter en compétences et de renforcer mon pouvoir d'agir. Principalement parce que ceux qui, comme moi, sont dans le partenariat patient, on sait qu'on est véritablement dans un changement de culture et de paradigme et qu'on est encore confronté à des résistances et qu'on est très souvent attendu au tournant quand on intervient. Et donc, on a quand même pas mal de pression sur les épaules lors de nos interventions. Et donc, face à ces limites, je me suis dit, j'ai besoin de voir comment je peux combler ces lacunes, entre guillemets, et comment je peux mieux comprendre le partenariat. Et c'est comme ça qu'en début 2021, la première formation que j'ai faite, c'est une formation sur les bases des fondements du partenariat patient avec l'Université de Montréal et le Centre d'excellence du partenariat avec les patients et le public.
une formation qui est dirigée par, entre autres, par Alexandre Berkès, Vincent Dumez et Marie-Pascale Pommet. Et comme vous le voyez, là, j'ai mis les logos des différentes autres formations que j'ai suivies ou que je continue de suivre. Mais il est important de comprendre que toutes ces formations que je fais viennent à chaque fois répondre à un besoin bien précis. C'est-à-dire que si je prends par exemple une formation que j'ai faite sur la co-construction, je l'ai faite parce que je me disais, mais comment je peux bien comprendre les activités de co-construction dans le domaine de partenariat. Si j'en ai fait une sur le partenariat dans le domaine de la recherche, c'est parce que je me retrouve aujourd'hui à collaborer avec les chercheurs sur différents projets. Si j'ai fait celle sur l'analyse de pratique, c'est parce que j'avais envie, j'avais besoin de travailler et de comprendre comment je vais pouvoir exprimer les différentes situations auxquelles je suis confrontée dans ma pratique de patient partenaire avec d'autres personnes qui expérimentent également le partenariat patient. Et aujourd'hui, en tout cas actuellement, je suis en train de faire le DU Art du soin, qui est en fait une formation qui aborde les questions de soins et de partenariat à travers des œuvres artistiques. C'est une formation qui est dirigée entre autres par Luigi Flora, Jean-Michel Benatar. Et je tiens à préciser que dans le comité pédagogique, il y a une patiente partenaire qui est présente. Et donc, de tout cela, ça m'a permis, à l'heure d'aujourd'hui, donc depuis fin 2021 et maintenant actuellement en 2022, d'agir, en tout cas d'intervenir à 3 niveaux. D'abord au niveau de la formation, et là aussi je vous ai mis un peu les différentes structures avec lesquelles j'interviens, que cela soit au niveau de la co-construction, mais ensuite de l'animation et de la co-animation des différents ateliers. Donc c'est principalement en Suisse avec le Centre interprofessionnel de simulation, l'Université de Genève, l'École de la Source à Lausanne, mais également en France avec l'Université de Nantes. J'interviens également dans le domaine de la recherche avec un projet mené par le CIRIC à Bordeaux, un projet de prise en charge multidisciplinaire pour les patients en oncologie ORL, et depuis peu le projet, en tout cas le partenaire REC des HUG, donc qui regroupe des patients partenaires et des professionnels dans le domaine de la recherche. Et depuis très peu, notre première réunion a eu lieu hier dans le domaine des soins sur un projet ORL de prise en charge multidisciplinaire pour les patients en oncologie ORL. Dernière slide, s'il vous plaît. Alors, au niveau des leviers, il y a vraiment des signaux favorables. Tant au niveau politique, le Conseil fédéral réaffirme l'engagement des patients. Au niveau institutionnel, il y a effectivement cette reconnaissance de la place du patient partenaire. Au niveau financier, dans le domaine de la recherche, par exemple, on ne peut pas soumettre un projet sans qu'il y ait des patients partenaires qui soient mentionnés dans le projet. Néanmoins, il y a encore pas mal de freins. Et là, j'ai envie, alors il y a beaucoup de freins qui ont déjà été identifiés par les intervenants dans les précédents webinaires et je vous invite vraiment à les écouter. Mais moi, je vais me limiter à 3 freins. D'abord, celui de la formation, surtout pour la formation diplômante. Il y a un risque d'institutionnaliser et de vouloir cocher toutes les cases qui rassurent le système établi. Et donc, je mets en avant le fait qu'il ne faut pas tomber dans le piège que le bon patient partenaire est celui qui a un diplôme. Le deuxième point, c'est la question de, on le sait, que les organisations fonctionnent beaucoup en silo, et nous, les patients, on a une vue systémique et une fonction de catalyseur. Et donc, comment maintenir, c'est une question que je me pose, comment maintenir et mettre en œuvre cela et ne pas risquer d'être absorbé. Et troisième point, qui est en fait la question éthique. On parle beaucoup de l'éthique du soin, l'éthique de la relation, mais il y a également la question de l'éthique organisationnelle. Comment mettre en place un cadre capacitant qui permette aux patients partenaires de remplir leur rôle et de se sentir légitimes. Voilà, je pense que j'ai tenu dans mes 10 minutes. C'est parfait, Lisa, à la minute près.
Donc, nous allons maintenant écouter Philippe pour sa présentation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de partager mon écran. Je pense que vous le voyez. Alors, un grand merci pour votre invitation. Et effectivement, je vais apporter peut-être un regard un peu complémentaire à celui de Lisa en vous parlant de la perspective qui m'est la plus familière, c'est celle du partenariat de soins dans le système de santé. Et juste avant, je vais peut-être, si vous permettez, me présenter. Voilà, j'ai 57 ans, un peu d'années au compteur dans le domaine de la santé publique. Aujourd'hui, je dirige le réseau de santé de la région de Lausanne. Je vais vous dire en quelques mots de quoi il s'agit. Je suis membre aussi d'une association latine et non pas uniquement francophone sur l'analyse des systèmes de santé. Et puis, ce qui m'a évidemment intéressé dans toute cette histoire, c'est le fait que depuis 2014, je suis moi-même malade chronique et proche aidant de parents très âgés qui ont divers syndromes gériatriques. Le réseau que j'ai le plaisir de diriger, il se situe dans le canton de Vaud. C'est l'un des 26 cantons suisses. Donc, on a 26 ministres de la Santé, 26 lois sur la santé, etc. Puis, vu qu'on est très riche à l'intérieur du canton de Vaud, on a encore trouvé le moyen de fragmenter en 4 régions distinctes. Et j'ai le plaisir de diriger quand même pas la plus grande, mais la plus peuplée, celle de la capitale, Lausanne. Voilà, le réseau santé que je dirige, il se compose de plein de membres institutionnels et professionnels différents. C'est 82 établissements de soins de longue durée, 19 centres d'aide et de soins à domicile, plus de 800 médecins affiliés par leur cotisation de groupe de la Société vaudoise de médecine, 7 hôpitaux de soins aigus et réadaptation, dont le centre universitaire centre hospitalier universitaire vaudois, 150 membres associés et 61 communes territoriales qui sont encore des plus petites fragmentations géographiques, mais dont les élus, et vous savez que la démocratie en Suisse, pas la démocratie sanitaire, mais la démocratie tout court, c'est important, et les élus de ces 61 communes représentent peu ou prou la population malade ou bien portante de la région dans les instances du réseau. 358 000 habitants au total sur ce petit territoire. À quoi jouons-nous avec ces membres institutionnels et professionnels? À intégrer autant que possible notre système de santé. Vous savez, depuis les années 90, on est maintenant catégorique sur le fait que plus les problèmes de santé sont nombreux et compliqués dans la population, c'est l'axe vertical, plus le besoin de coordination sur l'axe horizontal est important. Je vous rassure, je passe très vite sur mes slides, mais je mettrai dans le chat des liens qui vous permettront d'y retourner si vous êtes passionné par ces questions un peu théoriques. Théorique aussi, mais beaucoup plus proche de nous et de vous, la définition du partenariat de soins. Je ne m'y attarde pas non plus, je pars du principe que la plupart d'entre vous la connaissent très bien, à savoir que depuis la nuit des temps jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on était dans un régime très paternaliste. On a eu une brève parenthèse avec une approche centrée sur le patient d'une vingtaine d'années. Et puis, depuis le début des années 2000, on commence quand même à réfléchir à la manière de créer ce partenariat de soins. Encore que, y compris dans mon réseau, il y en a encore qui sont restés à la nuit des temps et, ma foi, fort paternalistes. À partir de là, nous avons développé au sein de notre réseau un projet de gouvernance clinique qui s'appelle le projet de soins anticipés et qui est un dispositif de discussion entre patients et professionnels de la santé autour des valeurs, des préférences, des objectifs thérapeutiques des patients, quelle que soit leur pathologie, que ce soit des pathologies liées à l'âge ou des pathologies plus spécifiques, neurodégénératives, oncologiques, etc. L'objectif de ce projet de soins anticipés, c'est d'aboutir à la rédaction de directives anticipées, à la désignation d'un représentant thérapeutique ou à d'autres mesures de ce type-là. C'est un projet que j'ai suivi en mode recherche-intervention au cours des 3 dernières années et c'est là-dessus que se base la plus grande partie de mes résultats de recherche que je vais vous présenter tout à l'heure. Des résultats de recherche qui visaient effectivement à étudier cette dimension
du système de santé, puis c'est un peu une lacune théorique. Alors, l'approche parcours de soins, plusieurs d'entre vous la connaissent, notamment Claire qui nous a dit qu'elle travaillait en oncologie. Effectivement, il y a des dispositifs d'accompagnement des patients sur leur parcours de soins par rapport à une pathologie donnée, mais c'est vrai que dans un réseau de santé comme celui que je dirige, on a encore cette approche ultra fragmentée. Et mes questions de recherche, c'était de savoir quels sont les enjeux et les perspectives de l'introduction de ce partenariat dans le système régional et encore plus concrètement, quelles recommandations pratiques on pourrait en tirer en vue de son déploiement dans le réseau. Peut-être un petit mot sur le parcours de soins. Lisa a présenté le modèle de Karman. C'est vrai que si on regarde le continuum d'engagement et puis qu'on pense à chacun de ces niveaux d'engagement, que ce soit au niveau des soins, de la relation thérapeutique, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau des politiques publiques, il y a pas mal de choses qui se font, et même des très bonnes choses. Peut-être sur le niveau intermédiaire, en termes d'organisation et de gouvernance des institutions, on voit qu'il y a des expériences très abouties, mais très inégales. Et surtout, il manque un peu ce que j'ai dessiné là à droite, cette case supplémentaire qui est la case interorganisationnelle. Dans chaque organisation, il se fait des choses, parfois très bien, mais du point de vue interorganisationnel, on n'y est pas encore. Alors, vu que je travaille en management, parce que je suis docteur en management et pas en médecine, je me suis inspiré d'un modèle théorique qui est celui des écosystèmes d'affaires, considérant que ce qui avait été défini théoriquement pour les écosystèmes d'affaires pouvait assez facilement être transposé à un écosystème de santé, avec quelques nuances, notamment le fait que les clients ou les clients des clients, c'est plutôt les patients et les proches. Et puis, avec une dimension intéressante, c'est que l'État, les autorités de santé, elles sont représentées d'une manière plus large, et notamment avec d'autres politiques publiques que celles qui portent spécifiquement sur la santé ou sur l'action sociale, mais qui sont, vous le savez, des déterminants très importants de la santé, l'environnement, l'urbanisme, même la fiscalité, enfin toutes sortes de déterminants socio-économiques qui peuvent être intégrés dans cet écosystème. Je passe très vite sur la méthodologie. Je vous ai dit que j'ai travaillé en recherche-intervention, mais j'ai aussi conduit des enquêtes et en tout, j'ai recueilli plus de 619 contributions individuelles, soit par questionnaire, soit par entretien, et dans une proportion à peu près d'1 pour 5. Vous voyez 504 professionnels et 115 patients qui ont contribué à mes recherches au cours des 3 dernières années. Les résultats, ils sont apparus en fait sous forme de 4 idées forces, un peu comme des photos dans des bains révélateurs à l'époque où on faisait encore de la photographie argentique. Et ces 4 idées forces, je vous les présente rapidement. La première, c'est que le partenariat, il est en marche dans notre réseau. Il est connu et pratiqué par près de 80% des répondants à mes enquêtes. Des patients qui disent que une patiente, par exemple, qui me dit que la confiance est la colonne vertébrale de son combat contre la maladie. Et voilà, elle ne parle pas des piqûres, elle ne parle pas des pansements, elle ne parle pas de l'action de tel ou tel professionnel, elle parle juste de la confiance et un professionnel qui nous dit qu'on ne peut tout simplement pas aujourd'hui décider à la place des gens ce qui est bon pour eux. D'un point de vue quantitatif et qualitatif, la première révélation de ces 3 ans de recherche, c'est que le partenariat, c'est une tendance lourde. Et ce n'est pas juste un effet de mode. La deuxième révélation de ces recherches, c'est que sa mise en œuvre nécessite un plan d'action. Et ça, je l'illustre avec ce graphique que vous voyez sur la partie droite de l'écran. 95% des professionnels affirment pratiquer le partenariat systématiquement en vert ou occasionnellement en bleu. Mais bizarrement, les patients et leurs représentants ne sont que 49% à percevoir cette relation de partenariat que les professionnels affirment pratiquer. Et ça montre quand même qu'on a une très grande asymétrie des représentations sur ce que c'est que le partenariat. Et pour toutes sortes de raisons, un patient qui nous dit « moi, je vois 6 personnes différentes rien que dans l'équipe de soins à domicile et avec qui est-ce que je suis partenaire exactement ?» Et puis, une professionnelle qui nous dit « si on trouve le temps pour le partenariat maintenant, on en gagnera pour le traitement plus tard », ce qui est probablement vrai. Le seul petit problème, c'est que le professionnel ou l'institution qui doit réaliser l'investissement, consacrer le temps nécessaire à nouer ce partenariat,
à le favoriser, eh ben, c'est peut-être pas le professionnel ou l'institution qui va bénéficier dans un deuxième temps de cette relation partenariale qui s'est mise en place. Troisième révélation, le partenariat a un effet sur l'intégration de cet écosystème de santé, mais pas suffisamment. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que l'effet existe? Eh bien, d'abord que les pratiques interorganisationnelles sont en croissance. Sur les 2 années où j'ai mené des enquêtes par questionnaire, on a une croissance qui est quand même significative. Et puis, la plupart des personnes que j'ai interrogées ou que j'ai rencontrées considèrent que le partenariat facilite le parcours de soins. Alors, on pourrait se dire, au contraire, peut-être que c'est une embûche, c'est une entrave à la continuité des soins. Eh ben, peut-être pratiquement oui, mais philosophiquement, pour la plupart des gens que j'ai rencontrés, il n'y a aucune discussion, c'est une facilitation. Par contre, il y a des freins structurels importants, la fragmentation du réseau, l'hyperfragmentation du réseau, même l'absence de dossier électronique du patient. On vient de l'introduire en Suisse, mais c'est encore très très loin d'être une réalité, et surtout d'être fonctionnel et d'appuyer réellement de manière transversale le partenariat de soins dans le réseau. Et puis, un autre petit problème auquel Lisa commence à répondre, aussi avec ses collègues co-chercheurs du Collège citoyen, c'est qu'on a encore très peu de recherches probantes en Suisse sur ce domaine d'activité. Il vous reste une petite minute pour conclure. Oui, alors j'y vais très vite. C'est la dernière révélation de cette recherche, c'est que le contexte temporel est favorable. La pandémie, les 2 ans de pandémie ont montré plutôt un besoin accru des dimensions d'éthique, de solidarité, d'anticipation, d'autodétermination. Enfin, toutes ces valeurs qui sous-tendent le partenariat de soins ont été quand même beaucoup thématisées et mises et positivées. La question de la maîtrise des coûts au plan fédéral, Lisa l'a dit, la LAMAL, qui est notre loi fédérale sur l'assurance maladie, a un peu épuisé toutes les pistes d'économie, je dirais, financière. Maintenant, on mise sur la qualité, sur la coordination des soins pour maîtriser les coûts. Il y a un fort soutien cantonal. Il y a aussi une phase des projets que nous menons, des projets de gouvernance clinique qui passent à une phase de déploiement et qui sont plus seulement en phase pilote. Vous trouverez sur les liens que je vais mettre dans le chat et que peut-être l'Institut mettra à votre disposition, des généralisations que j'ai pu faire à partir de mon modèle théorique, et notamment ces recommandations générales pour le déploiement du partenariat de soins dans un système de santé, et pas seulement dans une institution ou dans la pratique d'un professionnel. Et je vous invite à prendre connaissance de ces résultats, de ces recommandations qui sont déclinées sur les 4 phase du cycle de vie d'une organisation, la création de valeur, la création de masse critique, le développement stratégique et l'amélioration continue. Et puis, des recommandations pratiques, comme je m'étais proposé et même engagé à le faire vis-à-vis de ma gouvernance, des recommandations opérationnelles qui touchent à la formation, à la création de communautés de pratique, à l'orientation d'une gestion des ressources humaines qui favorise ce partenariat de soins, à la création d'outils et d'une stratégie de communication, et puis des recommandations plus stratégiques qui adressent les freins structurels que j'ai mentionnés tout à l'heure et qui ont été identifiés dans le cadre de ma recherche. Voilà ce que je tenais à vous dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matière et je veillerai avec nos 3 co-animatrices à ce que cette matière puisse être mise à votre disposition pour que vous puissiez en prendre connaissance plus tranquillement. Merci beaucoup. Effectivement, on pourra vous partager le support diaporama. Alors, je suis très contente de pouvoir passer la main maintenant à Latifa Chérif qui a pu nous rejoindre. Elle a des petits soucis de connexion, mais je vois qu'elle est présente. Donc, Latifa, à ton tour, tu as 10 minutes pour nous parler de ton parcours, de ton engagement au quotidien et des freins et des leviers que tu peux identifier au Maroc en matière de partenariat. Alors. Ton micro, Latifa, on ne t'entend pas. Et là, vous m'entendez?
Parfait, merci. Ah, super. Bonjour Claire, bonjour Nathalie. Je crois qu'elle est branchée aussi, qu'elle est connectée. Bonjour à tous. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis désolée, Claire, hein, je pensais que c'était 13 heures heure marocaine. Et je me rends compte que nous avons 2 heures de décalage. Et comme j'étais en pleine session, je suis au Parlement, donc j'ai trouvé un petit coin où, où me connecter. Donc voilà, j'ai fait un petit peu l'école buissonnière, même si ça ne plaira pas à mes amis députés. Alors, je m'appelle Latifa Chérif, j'ai 58 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein fin 2013, donc un triple négatif. Et puis j'ai terminé tous mes traitements en juillet 2014. Et puis pendant mes attentes dans la salle d'attente, dans la clinique, alors moi j'ai eu la chance d'avoir les moyens de pouvoir me faire soigner dans le secteur privé, dans une clinique privée, une clinique d'oncologie. Donc, et pendant mes attentes à cette clinique, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas bien psychologiquement et que le soutien psychologique était totalement absent au Maroc. Il faut savoir que notre système de santé est totalement différent du système de santé européen en général et français en particulier. C'est là où d'ailleurs l'année dernière, enfin l'année où je faisais mon DU à Paris, je voyais les gilets jaunes et toutes les grèves et tout. Je me dis, mon Dieu, ils sont tombés sur la tête. Ils ont la chance d'avoir une école gratuite, ils ont la chance d'avoir une santé gratuite et ils se permettent de faire grève. Donc j'étais choquée. Je suis désolée, ça c'est une parenthèse que j'ouvre souvent avec mes amis français parce que, je vous le répète, vous avez beaucoup de chance de pouvoir vous soigner gratuitement et de pouvoir envoyer vos enfants à l'école gratuitement. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc au Maroc, c'est totalement différent. Pour avoir une bonne prise en charge quand on a une maladie chronique, quelle qu'elle soit, il faut vraiment avoir les moyens parce que notre système de santé public souffre encore malheureusement, parce que c'est des gros moyens, les maladies chroniques coûtent cher, très cher. Et nous n'avons pas encore tous ces moyens-là. Heureusement que nous avons une société civile à côté qui joue un rôle très, très, très important. Il arrive que des associations au Maroc ou des fondations prennent en charge carrément les soins des malades chroniques. Donc pendant mes attentes, j'ai remarqué ce soutien psychologique totalement absent parce que si ça n'existe pas, par exemple en France, je sais qu'il existe la consultation d'annonce quand on annonce ce diagnostic à une malade et le médecin est accompagné par une psychologue. Tout ça chez nous, ça n'existe pas, hein. Je vous le dis, ici, la femme ou l'homme, on leur balance la claque. Madame, vous avez un cancer, vous démarrez votre chimio tel jour, et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai réfléchi, j'ai mûrement réfléchi avec d'autres amies guerrières qui avaient des cancers, etc. Et nous avons créé notre association qui s'appelle les Amis du Ruban Rose, qui a maintenant un peu plus de 3000 adhérents, qui a très, très vite grandi, parce que les gens étaient demandeurs. Et donc, voilà. Donc, au départ, j'étais appelée par mon oncologue parce qu'il a vu que je m'en sortais très bien. Que ma rémission se passait très très bien aussi. Donc il m'appelait souvent pour témoigner et donc pour apporter mon témoignage. J'ai véhiculé surtout un message d'espoir auprès des nouvellement diagnostiqués. Et on s'est rendu compte que ça marchait très très bien. Quand je prenais en charge ou en main une nouvellement diagnostiquée d'un cancer du sein, que je l'accompagnais à sa première chimiothérapie, que je l'accompagnais à sa première radiothérapie, que je lui expliquais exactement comment ça se passait, eh bien, ça les mettait en confiance et elles allaient vraiment avec un bon moral à toutes leurs séances. Donc, les Amis du Ruban Rose, ensuite, a grandi petit à petit. Et puis, à côté du soutien psychologique, on a créé différents ateliers, donc de l'art-thérapie, des cours de danse, des cours de chant, beaucoup de sport. On fait beaucoup, beaucoup de sport. On en fait pratiquement tous les jours. On a une équipe de foot maintenant, de guerrières, qui s'appelle l'équipe Rose à Casablanca. Donc, on participe à certains tournois de mini-foot. Vous vous rendez compte, il y a des femmes bon, ici, le sport n'est pas très, très développé comme à l'étranger. Et vous vous rendez compte, il y a des femmes qui n'ont jamais mis des espas de leur vie, qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et qui jouent au foot maintenant 2 fois par semaine.
et puis les maris viennent les voir, les enfants viennent les voir. Et donc, moi, je pense que c'est une très belle réussite parce que ce sont des femmes qui s'en sortent très, 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 très bien grâce à un bon moral. Donc, l'association a changé la vie de pas mal de femmes malades et de pas mal de famille, parce que vous savez très bien que quand une femme est diagnostiquée, tout de suite, la famille, la première question qui se pose, c'est: est-ce que maman va mourir? Est-ce que ma femme va mourir? Et ce sont des gens qui me posent directement la question. Des fois, j'ai des gamins, hein, qui ont 12, 13 ans, qui me disent: est-ce que maman va mourir? Et j'ai dit: non, maman ne va pas mourir, et on va tous mourir un jour ou l'autre, et peut-être que le médecin de maman va mourir avant elle. Donc, déjà, ça les calme tout de suite. Voilà, donc mon moral m'a sauvée, a beaucoup aidé. Et puis ensuite, j'ai un petit peu cherché sur Google. Je me suis dit, c'est pas possible, Latifa, il faut que tu expertises ton expérience. Donc, je suis allée à la recherche de formation et j'ai trouvé le fameux DU de patients partenaires à l'UDP à Paris. C'est là où j'ai eu le bonheur et la chance de rencontrer toutes ces personnes, dont Claire et Nathalie, présentes aujourd'hui parmi nous, pour justement expertiser mon expérience et pour avoir une légitimité au Maroc, parce que ici, un DU, pour eux, c'est de la science-fiction. Au Maroc, on ne peut pas avoir eu un cancer, avoir 56 ans et retourner sur les bancs de la fac pour faire une formation et pour justement tirer le bon de ce qui nous arrive. Donc après ce DU-là, quand j'étais à l'UDP à Paris, je me disais: Latifa, c'est pas possible. Nous avons la même tête que les Français, que les Européens. Nous avons tous fait des études, nous avons le même QI, nous avons le même niveau intellectuel. Il faudrait que tu fasses quelque chose dans la formation au Maroc. Et c'est comme ça que j'ai mûrement réfléchi et que j'ai pu avoir des partenaires, donc une faculté de médecine privée ici à Casablanca et un laboratoire pharmaceutique. Et nous avons créé le même DU en collaboration avec l'Université des patients de Paris et Catherine Tourette-Turgis et toute l'équipe, que je remercie d'ailleurs. Nous avons créé le même DU ici à Casablanca et nous avons sorti la première promotion qui va recevoir ses diplômes bientôt. Là, nous sommes en plein Ramadan, donc on attend que le Ramadan passe pour justement faire la cérémonie de remise des diplômes. Donc, première promotion. Ensuite, je me disais tout le temps, Latifa, c'est bien de faire de la formation, mais que vont devenir ces apprenants? Que vont devenir ces diplômés? Il ne s'agit pas de former des gens et de les laisser comme ça naviguer en pleine nature seuls, parce qu'il faut tirer quelque chose de tout ça, il faut faire quelque chose de ce diplôme. Et je me suis lancée en politique avec les socialistes au Maroc, puisque les élections parlementaires les législatives étaient au mois de septembre dernier. Donc je me suis lancée en politique et j'ai gagné un siège dans ma région où je suis née, où j'ai grandi, donc 42 000 voix. Et je suis députée à la première chambre au Maroc. Pourquoi députée? Parce que, je voudrais batailler pour changer un petit peu notre système de santé au Maroc et y glisser ce fameux trait d'union qui est le patient partenaire, trait d'union entre le soignant et le soigné, d'une part, et d'autre part, défendre les droits des patients. Nous avons encore des patients chez nous qui meurent d'un cancer ou d'une autre maladie chronique, faute de moyens. Et ça me met hors de moi. Donc, Sa Majesté le Roi est en train de batailler pour que tous les Marocains puissent bénéficier d'une couverture universelle, une couverture pour les soins, parce que tout le monde n'a pas cette couverture-là, malheureusement, au Maroc. Il reste encore à peu près entre 30 et 35% des Marocains qui n'ont pas de couverture sociale. Donc, on est en train de batailler pour ça. Au Parlement, je fais partie de la commission des secteurs sociaux, dont la santé. Donc, je me bats avec le ministre de la Santé 2 fois par semaine en réunion pour justement défendre les droits des patients, parce qu'il manque encore des médicaments dans des centres d'oncologie. Vous pouvez avoir une femme qui vient du rural, de la montagne, pour faire une chimiothérapie à sa cure J21 pour un cancer du sein, par exemple, et elle arrive et on lui dit: madame, écoutez, on est désolé, le médicament n'est pas disponible, revenez dans 2 mois, par exemple. On peut avoir un scanner qui est en panne pendant 2 ou 3 mois, par exemple. Et donc, tout ça, ce sont des freins
des freins dans notre système de santé qui, malheureusement, nous font perdre encore et tous les jours des vies humaines. Partenariat, donc partenariat entre les patients partenaires, donc je suis en train de batailler. On a quand même pu placer certains de nos diplômés dans des cliniques privées. Certains ont créé leurs associations. Les associations sont très, très actives au Maroc. Nous avons plus de 2000 associations qui sont très, très, très actives. Et Dieu merci, ça marche très, très bien. Je vous dis, c'est la société civile qui joue un grand, grand rôle dans notre pays et qui sauve une partie de nos malades au quotidien. Voilà, je pense que j'ai pas dépassé les 10 minutes. Impeccable. Merci beaucoup, Latifa. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire, mais on est encore ensemble pour un peu plus de 50 minutes. Alors, comme Lisa doit nous quitter assez vite, on va voir dans le chat avec Lise s'il y a des réactions ou des questions, plus précisément à Lisa tout d'abord. Et puis ensuite, je vous invite les uns et les autres à poser vos questions. Je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions, je crois, dans le chat. Lise nous fera un petit résumé de tout ça. Oui, donc par rapport à l'intervention de Lisa, déjà, beaucoup de remerciements, Lisa, pour ton témoignage et toute ton expérience. Tu es hyper riche parce qu'on voit que tu as un solide bagage de fait de plein d'aventures. Une remarque d'Aline qui disait qu'elle était très intéressée par la notion de pression qui pesait sur tes épaules en tant que patiente partenaire. Voilà, si tu veux expliquer un peu plus par quoi tu entends, qu'est-ce que c'est que cette pression que tu ressens sur les épaules en tant que patiente partenaire? Voilà. Oui, je te remercie et merci Aline de poser la question. Alors, je connais très bien Aline parce que Aline travaille aux hôpitaux universitaires de Genève. Elle est en éducation thérapeutique. Alors, je pense, parce que pour l'avoir aussi écouté de la part de d'autres patients partenaires, cette pression, on se la met nous aussi. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, on sait qu'il y a encore ces résistances de la part de certains professionnels de santé. Et donc, lorsqu'on doit intervenir, on sait qu'on ne va pas forcément toujours être bien accueilli. En tout cas, qu'il y a un peu cette méfiance, mais c'est qui ce patient partenaire? Mais c'est qui cette nouvelle forme de ce nouveau comment dire, acteur du système de santé? Donc, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ou d'elle. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait cette pression, en tout cas on se met cette pression parce qu'on sait qu'on est attendu au tournant, c'est-à-dire que si on ne montre pas quelle est notre valeur ajoutée quand on intervient, soit à une table ronde, soit comme là par exemple, ce que je fais avec cette nouvelle activité dans les soins avec le service ORL, je me dis, mais Lisa, d'accord, on parle que les patients partenaires ont ce savoir expérientiel, etc. Mais on a besoin aussi de le montrer, ce savoir expérientiel. Et on sait, et ce n'est pas du tout une critique ni un jugement, mais on est tous formatés avec voilà, nos parcours professionnels, etc. Donc d'arriver assez rapidement à ce que le lien et que la confiance et qu'on démarre une co-construction, j'ai envie de dire, c'est important, d'où et c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi ce besoin que j'ai ressenti de pouvoir aussi m'équiper un peu mieux quand je fais mes interventions, de me dire, OK, si je ne veux pas décrédibiliser aussi le partenariat patient et que justement on ne me dise pas, finalement on ne voit vraiment pas ce qu'apportent ces patients partenaires, j'ai besoin de pouvoir être plus outillée et d'avoir justement les connaissances nécessaires. Est-ce que Aline, je réponds à ta question? Oui, enfin disons, je voulais surtout t'écouter ce que tu avais à dire là-dessus, parce que voilà, ça paraît à la fois évident, et puis à la fois, je pense que c'est important pour moi, professionnel, d'entendre ce que tu entends par ça, justement. Même si j'ai ma propre réponse, je pense que c'est très riche pour nous, professionnels, de nous intéresser en fait à ça, voilà, à cette expérience. Donc merci, ça m'alimente.
Je pense que ce que tu partages, Lisa, c'est partagé par beaucoup de patients partenaires, parce que comme ce sont souvent des nouveaux, je ne veux pas dire des nouveaux métiers, mais si, en quelque sorte, qui est des nouvelles places, en fait, d'acteurs du système de santé ou d'acteurs du partenariat, finalement, ces patients, on a l'impression, à la fois du côté professionnel de santé, que peut-être les professionnels de santé s'attendent à ce que le patient disent des choses miraculeuses et remettent tout en question ce qu'ils sont en train de réfléchir en se disant « Ah oui, c'est un acteur indispensable, il nous fait amener de nouvelles manières de penser, etc. C'est génial et tout. » Et donc, en tant que patient, on se dit qu'on a un vrai, comment dire, on a des preuves, comme tu le disais, des preuves à donner que notre présence est pertinente et qu'on joue toujours finalement sur cette chose. Est-ce qu'on va me rappeler la prochaine fois pour la prochaine réunion? Est-ce que j'ai été assez pertinent dans cette réunion pour avoir, entre guillemets, le droit et la légitimité de revenir la prochaine fois? Et ça, on se sent un peu je ne vais pas dire les porte-paroles, mais on se dit, ce que je fais aujourd'hui, ça va valoir pour tous les futurs potentiels patients partenaires qui seront plus ou moins impliqués plus tard dans d'autres projets. Et si je peux me permettre de rajouter, Lise, c'est que quand je dis aussi qu'on se met, et comme tu le mentionnes également, on se met la pression, c'est que j'ai envie de dire que parce que finalement, on est tous en train d'apprendre, c'est-à-dire que même au niveau des professionnels de santé, on est tous finalement dans ce processus d'apprentissage du partenariat. Et donc, j'ai envie de dire que cette pression, peut-être finalement qu'elle est des deux côtés. Tout à fait. Alors, Philippe, oui, voilà, on va donner la main à Philippe, puis à Muriel. Merci beaucoup. J'entends ça avec beaucoup d'intérêt et aussi pour réagir sur ce que disait Lisa par rapport aux freins ou aux dangers peut-être d'institutionnalisation. Peut-être une réaction pour dire que ce que je constate, moi, dans le réseau, c'est parfois la très grande solitude des patients partenaires et la nécessité de créer du collectif autour de cette notion de patient partenaire pour donner de la force, pas de la force nécessairement de frappe ou d'opposition contre les professionnels, mais pour donner à la fois de la légitimité et pour partager des compétences qui peuvent être très, très variables. Je veux dire, les patients partenaires, ce n'est pas des clones les uns à côté des autres. Il y en a qui font qui enchaînent des formations à très haut niveau et très intéressantes, comme le fait Lisa. Et puis, il y en a d'autres qui ont un seuil d'entrée dans le système de santé qui peut être beaucoup plus bas, mais tout aussi intéressant compte tenu de leur expérience et de leur vécu. Donc voilà, moi je voulais juste mentionner cette importance et cette attente que nous avons en tant que professionnels et gestionnaires des systèmes de santé, de pouvoir aussi dialoguer avec des collectifs et pas juste individuellement avec chaque patient. Oui, tout à fait. Vous parliez d'ailleurs dans votre présentation d'organiser des rencontres, des réunions, des communautés pratiques sur ce partenariat et je vous rencontre complètement là-dessus. Muriel, c'est à ton tour. N'oublie pas ton micro. Oui, excuse-moi. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, voilà, je suis aussi patiente partenaire avec un parcours en tant que professionnelle avant assistante sociale, donc tournée vers les autres. J'ai eu un parcours aussi d'aidante parce que j'ai perdu mon père, ma mère, mon beau-père, ma belle-mère d'un cancer avant d'être moi-même concernée par aussi un cancer. Et je me suis lancée dans la formation. Alors, ce que je voulais rajouter, donc, Lisa, c'est par rapport à cette volonté aussi, ce besoin aussi de me former. Par un CU en ETP, après un DU en tant que patient partenaire. J'ai vu, alors je vois qu'il y a Mélissa Dogan qui est là, donc j'ai fait la formation Ozon aussi, qui est proposée pour le partenariat patient. Actuellement, je fais encore une formation donc avec les hospices civils de Lyon sur le partenariat patient avec les professionnels de santé. J'ai intégré un programme de recherche et j'ai encore, pour autant, des fois, cette question de la légitimité. Et c'est vrai que cette pression, on se la met et on fait des formations parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on représente parfois tous les patients alors qu'on n'a que notre propre parcours et faire des formations jusqu'où ne pas être déformé. Et c'est là où je rejoins, Lisa, tout à fait ta réflexion, parce qu'à la fois, on veut être légitime, mais à la fois, parfois, il ne faut pas non plus qu'on se perde de notre propre chemin. C'est la question, voilà, la réflexion que je voulais apporter. Et je me dis aussi qu'on est dans un
un co-apprentissage et que les professionnels de santé aussi, quelque part, ils ont aussi ce pas à faire vers nous, les patients, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin qu'on leur apporte, parce que parfois, nous, en tant que patients, on ne sait pas forcément ce dont ils ont besoin dans nos parcours. Et il y a vraiment, je crois, quelque chose à co-construire ensemble sur qu'est-ce qu'on peut apporter, mais finalement, qu'est-ce que les professionnels de santé, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient soignants, qu'ils soient dans la formation, de quoi ils ont besoin dans nos parcours. Et ça, on ne le sait pas forcément, même si on fait toutes les formations du monde, s'ils ne nous le disent pas. Et ils ont vraiment, je pense, les professionnels de santé à faire ce pas aussi vers nous. Pour savoir nous l'exprimer. Et oui, je notais pendant que Philippe parlait voilà, de ce besoin de créer un collectif. Donc voilà, juste pour faire un clin d'œil, je vois Nathalie, tu es en ligne aussi voilà, sur quelque chose qui est en train aussi de se créer sur un collectif autour du statut de patient partenaire pour pouvoir voilà, en faire remonter des choses au niveau politique, parce que je vois qu'au Maroc, ça fonctionne. Donc, bravo pour tout ce parcours. C'est vraiment inspirant. Voilà ce que je voulais rajouter. Oui, merci Muriel. Très, très pertinent cette question de savoir que veulent les professionnels qui cherchent à œuvrer dans le partenariat. Lisa. Oui, je m'excuse de reprendre la parole, mais comme l'a mentionné Claire, comme je dois partir, mais parce que je voulais rebondir sur ce que disait Philippe, sur le fait qu'on se sent seul. C'est vrai que moi, dès le départ, mais ça a été, et ça l'est encore, vraiment, et je vois aussi dans les témoignages d'autres patients partenaires, ce sentiment de solitude, c'est juste... ouais, des fois, c'est extrêmement dur, quoi, parce que, comme je disais tout à l'heure, on est dans cet engagement patient-partenaire et en même temps, des fois, on se sent terriblement seul par rapport aux questionnements qu'on a, etc. Et là, j'ai envie, parce que je vois qu'il y a certains collègues, amis suisses qui sont là, parce que j'en ai déjà parlé, moi, j'aimerais beaucoup qu'on crée entre professionnels de santé et patients partenaires des groupes d'analyse de pratique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas qu'on soit surtout dans ces espaces que j'appelle informels, où on peut effectivement échanger, discuter, et je rejoins ce que vient de dire Muriel sur effectivement, on a aussi besoin d'écouter les professionnels de santé sur les enjeux auxquels ils sont confrontés, etc. Donc, et si je parle de ces communautés, parce que je vois qu'en France, vous avez déjà pas mal de réseaux, même là, ce que vous faites, l'Institut Savoir Patient, c'est une excellente initiative, mais c'est vrai que j'aimerais bien voir aussi en Suisse ce type d'initiative se mettre en place, et s'il y a des professionnels ici de santé qui sont partants, on en parle avec grand plaisir. Malheureusement, je dois vous laisser, mais vraiment, je suis très, très triste, et je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Merci à tout le monde. Salut Lisa. Merci beaucoup Lisa d'avoir pu participer, c'est toujours très riche. À une prochaine et bon cours. Charlotte, tu voulais prendre la parole. Oui, bonjour. Moi, je suis en Bretagne, patiente partenaire et notamment ayant une déficience visuelle. J'interviens notamment en formation, mais pas que. Je commence. Je rejoins complètement tout ce qui vient d'être dit par les uns, par les autres. Je voulais juste appuyer, ajouter que moi, ce que je perçois, c'est que finalement, ce qui est le plus important, c'est que nous, individuellement, personnellement, on parvienne à croiser nos spécificités de notre cheminement, de ce qui nous constitue, pas uniquement notre parcours patient, et comment on va pouvoir réussir à trouver notre place dans un système qui est énorme et qu'on a du mal à comprendre entièrement. Et il faut y aller par un petit bout, par un autre. Et moi, je suis surprise, là, je lance des initiatives en ophtalmo, comme quoi il y a des a priori qui font que des choses ne seront pas possibles avant même qu'on ait pu en parler, en fait. Et c'est comment nous-mêmes, une fois qu'on a eu cette assise de se dire « là, je vais pouvoir prendre place », c'est m'appuyer sur cette force-là pour pouvoir dire « mais si,
tout est possible. Tout est possible, enfin en tout cas, les choses sont possibles. L'institution, c'est une chose, mais les éléments sont possibles. Et j'ai le sentiment que je vais y parvenir parce que je vais être ancrée dans ce que je suis et dans ce système-là, et pas à côté, et pas tenter d'eux. Et c'est ça qui va me donner la force d'eux. Et du coup, formation ou pas formation, je ne suis pas sûre d'en avoir énormément besoin, si ce n'est d'entrer dans ce système français qui est qu'il faut qu'il soit écrit « elle est capable de ». Et moi, je porte comme ça, ce besoin de formation. Mais chacun peut percevoir ses besoins à des niveaux différents en termes de… ça peut être la formation qui nous aide à intégrer ce système-là. Moi, ce que je vois, l'élément qui me semble le plus important, c'est que finalement, on disait tous, c'est par des petites expériences, c'est par des rencontres, c'est par des essais qu'on va y arriver. Eh bien, osons se mouiller ensemble. Le partenariat, finalement, c'est ça, et expérimenter et se découvrir et être dans une démarche que nous appelons à plusieurs d'éducation populaire, c'est-à-dire comment on se risque ensemble. C'est parce qu'ensemble, on se prend le coude et on y va, on plonge, on est d'accord sur le fait qu'on ne sait pas où on va, mais on plonge ensemble et on fera le bilan après. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'on a l'habitude de fonctionner. Habituellement, c'est on convient d'abord de où on va, on cadre, on fixe les éléments à droite, à gauche, puis après on sait où on va, on y va. Et bien non, là, comment on accepte de plonger, mais à condition de se le dire. Si on se le dit tous, ça nous aidera à y aller ensemble et pas y aller toute seule dans mon coin, je ne ferai rien. Bon, c'est très, très idéal. Mais j'ai l'impression que c'est par des petits bouts comme ça. Et je vois beaucoup de gens autour de moi qui le font, ça, déjà. Après, je le nomme, moi, en le mettant en le qualifiant de la pédagogie éducation populaire. Voilà. Merci Charlotte. C'est encore un autre éclairage que tu nous donnes. Je voulais juste me tourner vers Lise qui s'occupe du chat parce que j'avoue que j'ai l'impression qu'il est très actif. Est-ce qu'il y a… Alors, je sais qu'il y en a certains qui sont partis pour leur suivre leur cours, et notamment Luigi qui nous a fait l'honneur d'être avec nous quelques instants. Est-ce que ça vaut la peine qu'on avance des questions qui ont été soulevées ou on continue avec les questions et les réactions des personnes en direct? Il n'y avait plus de questions, c'était principalement des réactions et des suggestions de personnes et de sources. Donc, n'hésitez pas à regarder ce que Luigi a notamment suggéré ou même Philippe aussi. Voilà, pas de questions. Alors, écoute, Muriel, vas-y. Je remets mon micro. Oui, ce que je disais, Charlotte, je suis complètement d'accord. Et cette notion d'éducation populaire et on y va ensemble et on plonge ensemble, voilà, oui, c'est intéressant. Et en même temps, je me dis que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives individuelles, un petit peu comme plein d'électrons libres en France, qui font chacun fait ce qu'il peut dans le partenariat, à son niveau. Avec ses formations ou pas ses formations, ses compétences, et là d'où il vient, s'il a des compétences professionnelles d'avant, sa maladie, enfin bon, on a tous notre parcours. Et je me dis qu'en même temps, tous ces électrons libres et toutes ces initiatives-là personnelles, il faut à un moment aussi peut-être arriver à les rendre visibles, les fédérer d'une façon ou d'une autre, et c'est de là dont on parlait tout à l'heure de ce collectif, pour quelque part ça se voit, parce que c'est très bien, on sait que ça existe, que ça marche, le partenariat, on le sait, on en est tous convaincus, sinon on ne serait pas là. Mais en même temps, je crois que pour convaincre les autres, il faut qu'à un moment, on soit visible et qu'on nous voit. Et voilà, et je me dis jusqu'où on peut rester comme ça dans des initiatives individuelles, ceux qui sont rémunérés, ceux qui ne le sont pas, le statut, ceux qui sont en invalidité, ceux qui sont professionnalisés. Enfin, il y a une telle diversité de nos statuts que quelque part aussi, il y a peut-être une réflexion à mener plus générale sur qu'est-ce qu'on est, qui on est et de quoi on aurait besoin finalement pour créer un collectif plus visible et plus national, quelque part. C'est un petit peu cette réflexion-là que je porte aujourd'hui. J'ai une question, c'est quoi un hub? Alors, je ne peux pas te répondre parce que je ne sais pas non plus et c'est une très bonne question. Alors, comme c'est Luigi qui en a parlé, mais je pense que d'autres dans la salle pourraient nous éclairer.
Non, personne ne sait ce qu'est un hub. Bon, un hub, dans le langage aéroportuaire, c'est un terminal plus important que les autres vers lequel convergent des navettes ou des liaisons nationales ou internationales. Donc, par analogie, on comprend que ce que probablement veut nous dire Luigi, c'est qu'il y a une vocation à servir de plateforme, de centralisation, en quelque sorte, des expériences et des messages des uns et des autres sur ce thème. Mais peut-être juste sur la question du collectif, moi je pensais plutôt à des collectifs au pluriel. Et puis, je pense que ce n'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Toute l'individualité de chaque patient partenaire est nécessaire, elle doit s'exprimer. Et puis, à tous les niveaux, on a vu le modèle de Karman, que ce soit au niveau d'un seul établissement ou d'une région ou d'un parlement, comme Latifa nous le racontait. Il y a toutes sortes d'endroits où la force collective de personnes qui sont préoccupées par les questions de partenariat peuvent s'exprimer. Et c'est pas non plus, rien n'est exclusif, et des collectifs qui regroupent à la fois des patients et des professionnels convaincus par les vertus du partenariat sont aussi bienvenus, je pense. Justement, j'aimerais redonner la parole à Latifa si tu peux. Par rapport à ce partenariat, tu nous as parlé de ton parcours et de tout ce que tu as mis en place progressivement. Comment tu as fait finalement pour créer du lien, pour permettre toutes ces initiatives, à part bien sûr l'association, parce que là on comprend que c'est un regroupement de femmes touchées, mais toi dans ton parcours avec les professionnels ou avec les politiques, comment est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, avec les professionnels, dans un premier temps, je te dis, c'est mon parcours et surtout ma victoire, je dirais pas contre le cancer pour pas être négative, mais ma victoire pour la vie, qui s'est fait connaître à Casablanca, au Maroc, parce que j'ai été souvent invitée sur des plateaux de télé, à la radio, et pas mal d'articles dans la presse en général. Donc, je me suis fait connaître comme ça, un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. Et donc, c'est ce qui m'a donné de la force. Et c'est comme ça que j'ai pu gagner une place dans la société civile et surtout dans le monde de la cancérologie. Ensuite, le fait d'être députée m'ouvre beaucoup de portes. Parce que maintenant, j'ai une carte officielle de députée qui est comme une espèce de laissez-passer aussi bien dans les administrations publiques que privées, donc qui me permet d'arriver dans un établissement, par exemple, dans un bâtiment et demander à voir directement le big boss avec ma carte qui m'ouvre honnêtement toutes les portes. Parce qu'en fait, avant, quand je toquais aux portes, c'était fermé de partout, personne ne m'écoutait, on prenait pour une folle des fois, et puis voilà. Donc, et j'en ai beaucoup souffert, et donc je me suis dit, si la seule issue, si la seule façon de pouvoir accéder et de me faire entendre, c'est passé par des élections et de la politique, et ben voilà. Donc, et maintenant, je représente quand même 42 000 personnes dans ma région. Maintenant, j'en représente un peu plus parce que j'ai plus de sympathisants et plus d'adhérents à ma page et à mon groupe privé. J'ai créé un mouvement par derrière, un mouvement pour défendre les droits des patients dans notre système de santé. Et voilà, donc c'est justement cette carte de parlementaire qui maintenant fait entendre ma voix. Donc, il suffit d'aller par exemple sur Google ou sur certains articles marocains, et vous trouverez tout le temps, vous tapez Latifa Cherif et vous aurez pas mal de mes interventions, aussi bien au Parlement qu'à certaines conférences nationales ou internationales, justement pour faire entendre la voix des patients. Mais il a fallu passer par cette voie politique, malheureusement, parce que les associations ne sont pas très, très entendues chez nous, très, très écoutées. Et aujourd'hui, tu dirais qu'en termes de partenariat, bien que ça soit facilité par tes titres maintenant, c'est du vrai partenariat, j'entends, c'est pas simplement de la façade
ou de l'instrumentalisation? Oui, alors dans le privé, c'est un vrai partenariat parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus à l'écoute et puis ils ont beaucoup plus de temps parce qu'ils sont moins débordés que dans le public, hein, je vous dis, hein, faute de moyens, beaucoup de patients vont vers le public, mais malheureusement les médecins sont débordés, donc ils n'ont pas que ça à faire. Écoutez Latifa qui va venir leur raconter la vie d'un patient qui a repris ses études et qui est diplômé, qu'il faudrait placer dans leur système. Donc, j'ai pu en placer quand même 2 dans le public. J'en ai une qui travaille carrément dans une grosse association nationale de cancérologie, qui a été diplômée dernièrement donc, par la faculté de médecine privée, donc le nouveau DU. Pardon. Mais je vous dis, on arrive quand même à trouver un réel partenariat, aussi bien avec des labos privés, parce qu'une femme qui veut... Bon, il y a beaucoup de bénévolat chez nous, hein, donc tout est gratuit dans les associations. Par exemple, quand on bosse dans une association au Maroc, on ne se fait pas payer, à la différence de certaines associations internationales où les gens sont indemnisés, au moins on leur paye leur ticket de train, on leur paye leur taxi. Chez nous, non, ça n'existe pas. Donc, j'ai pu quand même placer 2 patientes partenaires et ça marche bien. Donc, j'espère pouvoir en placer un peu plus. Maintenant, il faut que j'aille vraiment dans toutes les régions du Maroc, vers les centres d'oncologie régionaux pour pouvoir placer ces femmes, quoique 90% des diplômés sont à Casablanca, hein. Donc, on est loin de couvrir encore le territoire national, mais je suis persuadée que j'y arriverai, hein. Moi, je crois en tout ce que je fais, j'en suis persuadée, et j'y arriverai. Je vous donnerai rendez-vous dans 5 ans et vous verrez que j'y serai arrivée. Merci Latifa, c'est Voilà. très inspirant. Catherine, vous vouliez intervenir? Oui, vous m'excuserez. Moi, je ne suis pas de chez vous, je suis du Canada. J'ai été invitée par Lisa, puis je m'excuse, je suis arrivée en retard, mais je trouve ça drôlement intéressant. Puis les réalités que vous partagez sont très semblables à celles qu'on vit chez nous. Au Québec, je rejoins beaucoup les propos de Philippe qui a parlé avant Chérif. Ça prend toutes les formes d'engagement. Puis au Québec, on est en train de se rassembler, de créer une communauté provinciale pour essayer d'influencer. Parce que oui, il y a toutes sortes de formes de partenariat patient qui se dessinent un peu partout. Je suis dans un groupe dans une région du Québec où on a des enfants partenaires et ces enfants-là sont en train de monter un projet de recherche. C'est eux qui mènent le projet de recherche. Ils sont soutenus par des chercheurs, mais c'est eux qui prennent les décisions. Donc, dans ce sens-là, je rejoins les propos de d'autres qui disaient que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir suivre des formations universitaires pour devenir patient partenaire. Puis à certains niveaux d'implication, c'est peut-être pas nécessaire non plus. Mais essentiellement, je pense que ça prend des rassemblements de patients partenaires pour pouvoir influencer les instances politiques. Voilà. Merci beaucoup de me permettre d'être avec vous. Ah, mais un grand merci à vous de nous partager ça. C'est tellement dans le thème de notre rendez-vous PEPSez-vous qu'on est ravis d'avoir votre éclairage également du Québec, puisqu'on sait toutes les choses inspirantes qui s'y passent. Donc, n'hésitez pas à reprendre la parole et à nous repartager d'autres remarques. David. Oh, voilà. Vous m'entendez? Très bien. J'ai la chance d'être invité aujourd'hui par Anne Lorrain, donc, qui est médecin à l'unité de promotion de la santé au CHU de Saint-Jacques à Nantes. Moi-même, j'habite à proximité de Nantes. Et je voulais en effet insister sur ce problème de l'isolement du patient partenaire. Moi-même, je suis du coup patient partenaire à mon compte depuis le 1er septembre 2021. J'ai choisi la voie professionnelle tout en ayant une immense difficulté, c'est que je suis patient partenaire en traumatisme crânien.
Et le traumatisme crânien et le patient partenaire, je suis seul, je me sens seul. Je n'ai jamais connu d'autres patients partenaires en traumatisme crânien. Donc, j'en ai fait aujourd'hui mon métier. Je suis consultant et conseiller en lésions cérébrales acquises. J'ai développé mes outils à travers des compétences, des outils basés sur les compétences psychosociales, des outils basés sur le deuil, les troubles de stress post-traumatique, toutes les séquelles qui sont induites par le traumatisme crânien, les AVC et les tumeurs cérébrales. J'ai un champ de compétences assez vaste, assez transversal, mais je n'ai pas de réseau. Je n'ai pas de collectif. Je suis actuellement donc à Saint-Jacques dans le groupe de recherche sur la place du patient partenaire, mais moi, dans mon domaine de pathologie, dans mon domaine d'expertise, je vis terriblement cet isolement. J'ai la chance d'être reconnu par des professionnels. Je suis désormais patient formateur à l'Institut de formation des podologues, ergothérapeutes et kinésithérapeutes à Rennes. Donc, j'ai cette chance immense de pouvoir former des étudiants de première année, seconde année et troisième année à l'éducation thérapeutique et à tout mon champ de compétences transversales. Mais, il y a toujours ce mais, dans le domaine du traumatisme crânien, des tumeurs cérébrales, des AVC, je suis seul. Je suis seul et donc terriblement isolé. C'est aussi pour ça que je participe avec joie à cette réunion aujourd'hui, puisque voilà, ça me fournit toujours un peu de matière, un peu d'espoir à continuer à persévérer dans ma voie, dans l'idée qu'un jour, nous serons plusieurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci David, merci. Alors effectivement, nos rendez-vous, c'est aussi un de leurs objectifs que de fédérer et de se retrouver. Alors, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, on est tous autour de vous, beaucoup de patients hein, généralement dans nos rencontres. Et donc, il y a plein de moyens de se fédérer, mais c'est un parcours qui se fait dans le temps. Fabienne, à un moment, tu as levé la main. Est-ce que tu voulais répondre aussi à cette grande question? C'est un sujet qui revient souvent. Je pense à Carole Lecache qui n'est pas là, mais qui est une psychologue qui fait partie de Savoir Patient et qui dit qu'on a besoin de se retrouver aussi de ces espaces d'échange. Et je voulais souligner que le partenariat, c'était aussi beaucoup un espace de transversalité parce que ce qu'on développe, nous tous, patients partenaires, c'est des choses qui sont assez communes à beaucoup de maladies ou de handicaps ou de vie avec la maladie chronique. Alors après, c'est vrai, moi, souvent, je ne dis même plus d'où je viens ou de quelle maladie, quelle association de malades je viens, parce que c'est plus ça qui est important. Mais pour certaines raisons, pour des points techniques dans les formations ou dans l'accompagnement d'autres personnes, il est vrai qu'il est toujours intéressant de pouvoir échanger avec des vrais, entre guillemets, pairs, des personnes qui ont vécu la même chose. Et pour le coup, je pense à certaines associations, Claire, comme Hémisplégique, où il y a des personnes qui ont eu des AVC. Ou l'autre fois, quand on a vu à la journée régionale de Montpellier, il me semble que la patiente qui est intervenue, je me demande si elle ne venait pas aussi du monde de traumatisme crânien. Enfin bon, bref, pour dire que Savoir Patient et tout ce réseau, ces collectifs, peu importe l'étiquette, permettent aussi des liens et des rencontres, même si nous sommes tous géographiquement éloignés. Oui, je rejoins Fabienne sur ce. En fait, vous êtes peut-être seul, vous vous sentez peut-être seul sur cette pathologie en particulier, ou en tout cas ce trouble qui peut. Mais par contre, sur l'action que vous menez, vous voyez, ici présent, on est nombreux en tout cas à le faire avec des statuts différents, que ce soit en micro-entreprise, en tant que bénévole, en tant que membre d'association, en tant que professionnel. Il y en a quelques-uns, ils ne sont peut-être pas là aujourd'hui, mais il y en a quand même quelques-uns maintenant qui sont salariés. Donc, tous ces formats d'action, d'engagement sont valables et restent à inventer et à se fédérer les uns avec les autres. Donc, vous pouvez tout à fait nous rejoindre à Savoir Patient. Tout à l'heure, Lise nous partagera les liens pour adhérer et éventuellement contribuer. Vous pouvez par exemple venir et co-animer avec nous ou même peut-être intervenir. Hein. Ça, ce sont des choses. On fait régulièrement des appels. Donc, moi, personnellement, j'utilise beaucoup LinkedIn pour faire des rencontres et j'hésite pas à approcher les gens pour échanger et
toujours et encore faire des liens, parce que c'est ça, hein, ce grand partenariat. Si la question vous passionne, et je pense que c'est le cas puisque vous êtes engagé à plusieurs titres. Eh ben voilà, Lise a déjà partagé le lien, mais c'est pas forcément une obligation pour participer. Vous disiez que vous aviez été recommandé par quelqu'un et n'hésitez pas. Au contraire, plus on sera nombreux et plus ce sera riche. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a dans le groupe encore des personnes qui souhaitent réagir par rapport à ce partenariat en francophonie? Donc, il y a eu les interventions de Suisse et du Maroc, un petit peu du Québec par Catherine. Est-ce que Lise, dans le chat, tu avais vu des remarques qui seraient pertinentes? Alors, toutes les remarques sont bien évidemment pertinentes, ça c'est sûr. Il y a eu des questionnements sur le hub dont on parlait tout à l'heure avec la plateforme qui engloberait les savoirs et les expériences, qui pourrait être une réelle avancée, nous dit Cédric. Et puis, voilà, grosso modo, ce qui a été partagé. Voilà. Ok. On a un moment de silence, génial, on peut tous reprendre une respiration, c'est extraordinaire. Est-ce que Philippe, au regard de ce qui a été dit et partagé, vous auriez envie de continuer un discours ou votre intervention sur ce thème-là? Avec votre micro, par contre. Voilà. Non, pas particulièrement, mais effectivement, je pense que ce besoin de transversalité, de partage, d'échange au-delà des pathologies très spécifiques dans lesquelles on a les uns ou les autres développé des compétences pointues, etc. Enfin, je crois que ce qui nous relie, ce qui nous rassemble, c'est notre intérêt pour un mode de relation, un mode opératoire, un mode de vivre ensemble, et indépendamment effectivement de quelle maladie ou de quel type d'accident provient cette prise de conscience, elle est là, et ce qui est intéressant, c'est effectivement d'échanger en gardant la conscience de ce qu'on a vécu, mais en partageant un échelon un tout petit peu plus élevé sur les problématiques que ça pose. Et c'est vrai que cette question du statut des patients partenaires, plus ou moins professionnels, plus ou moins bénévoles, plus ou moins rémunérés, plus ou moins institutionnalisés, c'est une question qui tourne beaucoup, et je ne suis pas sûr qu'elle trouve une seule réponse. Je pense qu'il y a plein de réponses possibles qui dépendent des contextes, qui dépendent des régions, qui dépendent de… Voilà, et il y a des outils, le centre d'excellence de l'Université de Montréal en a répertorié un certain nombre, et d'autres centres de compétences également. Voilà, il y a des outils pour cadrer ces questions-là, et c'est très bien, mais en même temps, voilà, les cadres, il faut parfois les exploser peut-être. Je vous poserais bien une question, Philippe, si on a un peu de temps, justement par rapport aux éléments que vous avez présentés. Ça a été assez vite, mais j'ai quand même cru comprendre que vous posiez une différence entre ces fameux deux graphiques où il y avait 95% de personnes qui pensaient faire du partenariat du point de vue des professionnels, et puis, si j'ai bien compris, 49% qui vivaient le partenariat en tant que patient. Ça m'a beaucoup interpellée, moi qui suis formatrice dans le champ de l'éducation thérapeutique du patient, avec tous ces professionnels qui pensent qu'ils font de l'éducation thérapeutique parce qu'ils expliquent les choses aux patients. Et je me disais, tiens, comment vous analysez au fond cette discrépance, comment vous envisagez l'adresser, enfin, c'est quoi au fond cette différence de point de vue, et
puis, comment cheminer avec ça? Comment vous faites avec ça? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels pour qui déjà partager une information, recueillir un consentement constitue en soi l'intégralité du partenariat, alors que lorsqu'on regarde quels sont les niveaux d'engagement entre l'information, la consultation, la négociation et la co-construction, enfin, on voit qu'il y a des intensités, il y a des ambitions très, très différentes. Et puis, enfin, voilà, moi, mon credo là-dessus, c'est vraiment de multiplier les possibilités de se former ensemble et d'échanger entre patients et professionnels. En Suisse, on travaille aussi, on aura bientôt, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous y participerez, Aline, un World Café sur des offres de formation qu'on pourrait vouloir développer à l'image de ce qui se fait déjà dans certains pays. Et c'est vrai qu'en Suisse romande, pour l'instant, l'offre est quasiment inexistante. Et moi, j'ai dans l'idée qu'il faut effectivement une offre qui soit modulaire, qui soit multiple, qui soit facile d'accès, quel que soit le niveau auquel on souhaite se former, que ce soit en tant que patient ou en tant que professionnel, mais que ces formations, elles contribuent à forger une compréhension commune entre patients et professionnels. Parce que si on veut faire du partenariat en s'imaginant qu'on va se former comme patient, entre guillemets, contre ou pour mieux résister au monde des professionnels et inversement, ce ne sera jamais du partenariat. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais donner la main parce qu'elle doit s'en aller à Latifa. Peut-être pour un petit mot de la fin. Hein. On y est déjà. Avec ton micro, super. Voilà, écoute, je voulais te remercier encore une fois pour ton invitation, parce que c'est toujours bien de partager son expérience avec les autres, surtout quand il y a de la différence. Parce qu'on s'enrichit justement de cette différence. Donc, merci encore. Et puis, Philippe parlait de… Non, je ne sais plus, c'est pas Philippe, je crois que c'est la personne d'avant qui a parlé d'isolement, qu'il était tout seul dans sa région. Je pense que les réseaux sociaux jouent quand même un rôle important dans le rapprochement des patients. Moi, j'ai eu des contacts avec beaucoup de patients en Afrique, par exemple. Il y a des personnes que j'accompagne carrément par WhatsApp, je fais même des appels vidéo, mais grâce aux réseaux sociaux, parce qu'ils sont allés chercher sur Facebook les amis du ruban rose, et voilà. Et de là sont nées des relations avec beaucoup de personnes en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, je pense que c'est un outil. Profitons de cet outil-là qui s'appelle Internet et toutes les nouvelles technologies d'information. Donc, soyons intelligents et utilisons le bon côté de tout ça. Et voilà. Et puis, donc, j'espère vraiment pouvoir un jour vous rencontrer toutes et tous en vrai. Donc, et pourquoi pas réfléchir un jour. Peut-être qu'un jour viendra, comme dit Charles Aznavour. Peut-être qu'un jour viendra où nous pourrons réunir tous les patients partenaires du monde dans un congrès et pouvoir échanger de vive voix et partager. En tous les cas, vous êtes les bienvenus au Maroc. On trouvera ce qu'il faut pour vous accueillir. Et voilà, donc il faut oser dans la vie, il faut croyez en de très très grands projets et vous arriverez à réaliser, je vous assure, 90% de vos projets. Voilà, donc bienvenue au soleil quand vous voulez. Merci pour l'invitation et à très très vite les amis. Merci beaucoup Latifa. À bientôt. À bientôt. Pour ceux qui… Philippe, un dernier petit tour, à moins que Fabienne, tu veuilles… Non. Non, c'était ça. Hein. Alors, bien qu'on n'ait plus qu'un seul intervenant, on va quand même avoir son mot de la fin sur ce temps d'échange et d'intervention. Oui, si je retrouve mon micro, c'est bon. Alors, avec plaisir, surtout pour vous remercier de tout ce que vous faites à l'Institut Savoir Patient, parce que voilà, on a parlé
On a parlé de ce besoin de mise en commun, de ce besoin de se connaître, de ce besoin d'avoir des invitations pour aller au soleil, et tout ça. Et ben, tout ça a eu lieu grâce à vous, et tout ça a lieu régulièrement grâce à vous. Et en tout cas, c'est très inspirant. Et lorsque je formule dans ma région la nécessité de mettre en place des communautés, de créer du collectif, et ben, probablement que l'Institut Savoir Patient est un exemple de tout ça. Donc, merci pour l'invitation, et je suis ravi de vous connaître et peut-être de vous retrouver à des occasions futures. Merci beaucoup, Philippe, et c'était vraiment un plaisir de vous écouter, de découvrir cette expérience, ainsi que celle de Lisa et les retours de Latifa. C'était vraiment top aujourd'hui, cette intervention. Et donc, Savoir Patient, c'est un des collectifs, et un des nombreux collectifs, j'ai envie de dire, qui sont soit géographiques, soit conceptuels, qui peuvent exister. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on fasse tous ensemble avancer la culture du partenariat en santé all over the world, francophonie ou pas. Du coup, on vous a mis dans le chat des petits liens pour évaluer la séance, ou pour donner des idées pour de prochaines séances, ou voir comment améliorer encore les choses. La possibilité de s'inscrire aux prochaines séances. Alors, la prochaine, ça sera le 13 mai, donc toujours le deuxième vendredi du mois à 13 h. Et là, ce sera une séance thématique sur le sujet professionnalisation des patients partenaires. C'est un gros sujet la prochaine fois. Valeur des diplômes, valeur des parcours, et qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment un thème qui revient à chaque fois, hein, j'ai envie de dire, Claire, toi, je pense qu'à chaque fois, on a droit à ce sujet-là. Donc, on va essayer d'en débattre, d'en discuter ouvertement et constructivement, comme on le fait à chaque fois. Donc, écoutez, encore une fois, un grand merci aux personnes qui ont préparé, qui sont venues présenter leur parcours, leur expérience, leur vision. Merci à vous qui êtes venus aujourd'hui. On était plus de 30 aujourd'hui. D'habitude, on a toujours allé dans les 60-70 inscrits. On n'a jamais été 30, donc on a fait un high score. Et merci infiniment à Lise de nous avoir rejoints pour la co-animation. Et je laisse le mot de la fin à notre excellente Claire, et je vous dis au mois prochain avec beaucoup de plaisir. Merci. Non, j'ai rien à rajouter. C'était encore une fois très riche. N'hésitez pas dans les évaluations à proposer des thèmes, ou à vous proposer vous-même comme intervenant ou comme co-animateur. On est toujours intéressé à échanger en aparté, en amont ou en aval de ces échanges. Donc, on vous donne rendez-vous au 13 mai. Portez-vous bien. Au revoir. Et pour répondre à Sonia, il y aura un replay d'ici quelques heures ou quelques jours sur le site de Savoir Patient. Et comme vous êtes inscrit, ça vous sera aussi envoyé par mail. À bientôt. Merci pour votre réponse.